On a déjà tous vu ce schéma qui montre l'évolution du singe à l'homme. Il est dans tous les livres de sciences. Sa simplicité de compréhension, son sens logique et linéaire en a fait une icône planétaire. La marche du progrès, comme on l'appelle, a formé le coup marketing le plus réussi de l'histoire scientifique, mais il a surtout induit en erreur des millions de personnes. Il s'est avéré que cette représentation est complètement mensongère. Les hominidés tels que l'Australopithèque, l'Homo habilis, Homo ergaster ou Homo erectus ne sont pas nos ancêtres et ne l'ont jamais été. Les squelettes et les crânes aux traits archaïques, dégénérés, qui ressemblent à des hommes singes, sont en fait des formes humaines qui appartiennent à des lignées évolutives différentes de l'Homo sapiens et de l'homme blanc. La thèse officielle veut vous faire croire que nous descendons du singe et que le singe a progressivement évolué en homme à travers différentes espèces intermédiaires. Mais lorsque nous analysons précisément les faits, nous ne pouvons que conclure qu'il s'agit d'une vaste opération de propagande visant à effacer nos véritables origines. Alors d'où proviennent ces fameuses espèces et qui a décidé de leur classification ? L'humanité est multiple, divisée et fragmentée par des formes raciales différentes et des espèces distinctes qui, depuis leur point de divergence, suivent leur propre chemin évolutif. Ces différentes branches sont généralement bien plus anciennes que ce que les théories darwiniennes veulent admettre. Au cours des 19e et 20e siècles, les institutions darwinistes, convaincues que l'homme provient du singe, sont les premières à financer les recherches en paléoanthropologie et ont rapidement imposé leur influence sur cette discipline naissante. Dès lors, l'étude des origines humaines s'est retrouvée sous l'emprise idéologique de Darwin, orientant les découvertes et leurs interprétations dans une direction bien précise. C'est dans ce contexte que les paléoanthropologues ont cherché à reconstituer une frise chronologique retraçant l'évolution de l'homme à partir du singe. Alors, partout dans le monde, ils ont exhumé des crânes et des squelettes d'humains anciens avec un objectif clair, trouver ces fameux fossiles transitoires censés prouver l'évolution progressive du singe vers l'homme. Mais il s'avère que plus de 90% des crânes qui ont été retrouvés appartenaient à Homo sapiens, donc à notre espèce. On compte plusieurs milliers de spécimens découverts. Le problème est que les ossements d'Homo sapiens suscitent peu d'intérêt chez la majorité des paléoanthropologues, dont l'obsession est de découvrir des fossiles hors du commun, qui pourraient ressembler à des formes transitoires allant du singe vers l'homme. Donc des ossements qui présentent des traits atypiques ou primitifs, plus proches de ceux des primates. En tant que chercheur, vous serez bien plus célèbre si vous êtes le découvreur d'une nouvelle espèce plutôt que de perpétuer les découvertes d'une espèce déjà existante. C'est la raison pour laquelle la paléoanthropologie s'est en partie détournée des travaux sur l'Homo sapiens pour se concentrer sur des espèces inconnues. Malheureusement, la quête effrénée de l'originalité freine les travaux sur notre propre espèce. C'est d'ailleurs bien dommage car si nous financions massivement des recherches sur les Homo sapiens anciens, il est probable que nous découvrions beaucoup plus de spécimens et de plus en plus vieux. Quoi qu'il en soit, le modèle théorique de Darwin implique de reconstruire une lignée évolutive allant du singe à l'homme, donc de trouver des ossements humains qui ressemblent le plus aux singes. C'est dans cette optique que les chercheurs ont privilégié certaines régions du monde, notamment l'Afrique et l'Asie du Sud, où on trouve des crânes d'anciennes populations présentant un faible volume crânien, des arcades sourcilières épaisses et des proportions corporelles réduites, c'est-à-dire tout pour correspondre à des primates. C'est pour cela qu'une grande partie des recherches paléoanthropologiques se sont dirigées en Afrique et en Asie. Sur la base de ces quelques crânes, on peut très facilement y voir des caractéristiques d'espèces ancestrales très proches du singe. En s'appuyant sur leur modèle théorique, les darwinistes du XXe siècle ont établi que les crânes les plus petits et les plus sauvages appartenaient aux lignées humaines les plus anciennes, tandis que les crânes les plus grands appartenaient aux lignées les plus récentes. Plus un crâne était petit, plus il était jugé ancien. À l'inverse, plus un crâne était volumineux, plus il était automatiquement interprété comme plus récent. Les crânes ont été classés sous différentes dénominations. Ceux entre 380 et 450 cm3 ont été nommés sous le terme d'Australopithèque,
les crânes entre 600 et 800 cm3 sous Homo habilis, les crânes entre 900 et 1100 cm3 sous Homo erectus, tandis que ceux entre 1300 et 1500 cm3 sous Homo sapiens et parfois Néandertal. Sur cette base, ils ont établi toute la lignée évolutive de nos origines. Mais cette première interprétation est en fait une des plus grandes erreurs de toute l'histoire de la paléoanthropologie. Sur ce simple postulat, tous les crânes anciens découverts dont le volume est inférieur à la moyenne des hommes modernes, c'est-à-dire en dessous de 1300 cm3, avaient été systématiquement classés comme appartenant à des espèces ancestrales d'Homo sapiens. Cela a permis de faire passer un très grand nombre de crânes humains dans la classification des pseudo-hominidés d'où on est censé provenir. Et c'est là que nous devons nous poser une question fondamentale. Est-ce qu'un crâne dont la taille est inférieure à 1300 cm3 appartient forcément à une autre espèce plus ancienne? Ou existe-t-il des peuples d'Homo sapiens avec des crânes inférieurs à 1300 cm3? Sous le poids de cette question, la craniométrie évolutionniste, qui a tenté de reconstituer 2 millions d'années d'évolution à partir de cette règle, s'effondre. Car oui, il existe un tas de populations humaines actuelles avec différentes tailles de crâne, certaines bien inférieures à 1300 cm3, ce qui veut dire que la taille du crâne n'est absolument pas un indicateur évolutif ou temporel. Les restes des espèces anciennes ne sont que le reflet des variations anthropologiques qui existent toujours aujourd'hui chez les humains. En guise d'explication, prenons le cas d'Homo erectus. Son squelette est identique à celui des humains modernes, c'est la raison pour laquelle les reconstitutions 3D sont plutôt proches de l'homme. Ce qui diffère en apparence est la taille de son crâne, situé entre 900 et 1100 cm3, qui est plutôt petit pour un être humain. Comme nous l'avons dit, tout ce qui est inférieur à 1300 cm3 a été considéré comme appartenant à des espèces humaines ancestrales de l'Homo sapiens, et c'est à travers cette logique que l'ensemble des espèces ont été classées sur une frise chronologique évolutive. Mais il y a là une erreur, une énorme erreur d'interprétation. Le chiffre de 1300 cm3 est une moyenne universitaire, basée sur la taille du crâne des humains modernes, surtout occidentaux, pas du reste du monde. Les scientifiques comme Yves Coppens, souvent des antiracistes forcenés, n'ont pas intégré l'ensemble des données mondiales et ont littéralement occulté la diversité raciale qui existe au sein de l'espèce humaine. Car en effet, il y a des populations humaines actuelles qui possèdent exactement le même squelette et les mêmes dimensions crâniennes qu'Homo erectus, c'est-à-dire entre 900 et 1100 cm3. Si on compare les données encéphaliques et anatomiques des restes d'Homo ergaster, Homo erectus ou d'autres hominidés avec certaines populations humaines actuelles, on se rend compte qu'il s'agit en fait des mêmes races, mais à des époques différentes. Les pygmées et les aborigènes, par exemple, sont très proches des reconstitutions de certains hominidés préhistoriques. Il s'agit littéralement de leurs ancêtres. Ils possèdent non seulement une capacité crânienne équivalente, mais également des arcades sourcilières proéminentes identiques à celles d'Homo erectus. D'autres peuples se rapprochent énormément de la physionomie des espèces que l'on qualifie de préhistoriques. Il y a les Khoisans, les Boshimanes, certains Africains subsahariens, les Guaranis d'Amérique du Sud, certaines branches péruviennes anciennes, les tribus amazoniennes Chivaro, certaines populations des Philippines ainsi que les aborigènes d'Australie et ceux des îles d'Andaman, qui partagent exactement les mêmes caractéristiques que les espèces d'hominidés que l'on voit dans les livres darwinistes. Il n'y a donc rien de surprenant ou d'inédit à retrouver des crânes anciens de 900 cm3, puisqu'on a des populations actuelles avec les mêmes mensurations. Les différences anatomiques attribuées aux soi-disant espèces transitoires ancestrales, comme Homo erectus ou Homo ergaster, qui ont des petits corps et des petits crânes en comparaison de l'Homo sapiens, grand, ne sont en réalité que le reflet des différences raciales qui existent toujours aujourd'hui entre les pygmées, les aborigènes et les Européens, car parallèlement aux crânes d'Homo erectus, on trouve aussi des crânes d'Homo sapiens préhistoriques, identiques des Européens modernes, certains qui sont même plus vieux que l'Homo erectus, censés être son prédécesseur selon la théorie de l'évolution. En effet, si on croit la fiabilité des méthodes de datation, officiellement, il y a des spécimens Homo sapiens qui ont été estimés à 300 000 ans et à 210 000 ans,
alors que certains spécimens d'Homo erectus ne datent que d'environ 100 000 ans. Cela signifie que les deux espèces ont coexisté sur le plan terrestre, exactement comme les différents groupes humains aujourd'hui. Il n'y a jamais eu d'Homo ergaster qui donna naissance à Homo erectus pour ensuite donner naissance à Homo sapiens. Les différents squelettes avec des crânes de tailles différentes ne sont pas ceux d'une évolution unique, mais de différentes espèces. Que penseriez-vous d'un homme qui verrait un Européen et penserait qu'il descend d'un pygmée ou d'un aborigène archaïque? Cela n'a aucun sens. Eh bien c'est la même chose avec Homo sapiens qui descendrait d'Homo erectus. Cela signifie que les crânes classés sous les appellations Homo erectus ou Homo ergaster, qui sont présentés comme les ancêtres de l'ensemble des hommes modernes en raison de leur petite taille, de leur faible volume crânien ou de leurs arcades sourcilières marquées, ne sont en réalité que des crânes d'anciennes races, proches des pygmées ou des anciens aborigènes, mais qui n'incluent pas les ancêtres des anciens européens. C'est d'ailleurs logique, les différences raciales ne sont pas apparues soudainement en l'an 80 000 ou 60 000 avant notre ère, comme on voudrait nous le faire croire avec la théorie Out of Africa, qui postule que les blancs proviennent d'Afrique. Bien au contraire, la génétique prouve qu'elles existent depuis des époques immémoriales. Que l'on remonte à 1 million d'années, 300 000 ans ou à l'an 2000, la variabilité et la diversité des crânes auprès des humains et des singes est restée sensiblement la même. Les crânes et les squelettes d'Homo sapiens en Europe correspondent bel et bien aux races européennes modernes, là où à l'inverse les crânes d'Homo erectus ressemblent à ceux de certains aborigènes. Donc trouver un crâne ancien aux caractéristiques sauvages n'est pas une preuve de la théorie de l'évolution de Darwin. Les Homo erectus d'hier sont les pygmées d'aujourd'hui. L'idée selon laquelle Homo erectus ne serait qu'une sous-catégorie de l'homme moderne gagne du terrain parmi les scientifiques. Ce débat n'est pas nouveau. En l'an 2000, le journal American Scientist rapportait que la conférence de Senckenberg avait remis en question le statut taxonomique d'Homo erectus. Plusieurs chercheurs y ont avancé que cette catégorie n'avait aucune validité en tant qu'espèce distincte, tant ses caractéristiques se rapprochent de celles des humains modernes. Certains allaient même jusqu'à proposer de supprimer purement et simplement cette classification. Le professeur William Lawling de l'université du Connecticut a mené des études détaillées sur les Esquimaux et les habitants des îles Aléoutiennes. Son verdict, ces populations ressemblent de façon troublante à Homo erectus. De son côté, François de Sart suggérait qu'Homo erectus n'était rien d'autre qu'une variante sauvage de l'homme, tandis que l'évolutionniste Donald Johnson comparait les proportions corporelles d'Homo ergaster aux Africains équatoriaux d'aujourd'hui. Durant tout le XXe siècle, les darwinistes ont positionné Homo erectus entre le singe et l'homme. Pourtant, seul le crâne diffère légèrement de celui de l'Homo sapiens moderne. Le reste du squelette est pratiquement identique. Même Richard Leakey, célèbre paléanthropologue et évolutionniste convaincu, admettait que les différences entre Homo erectus et l'homme moderne sont minimes. Homo erectus apparaît plutôt comme une simple variante humaine, au même titre que les populations actuelles. Ce que les paléanthropologues présentent comme des fossiles d'une espèce disparue pourrait bien être rien de plus que des formes anciennes de populations humaines variées, semblables à celles que l'on observe encore aujourd'hui. Cela signifie que la classification officielle des espèces humaines est erronée et mal interprétée. On croit d'ailleurs que la qualification des espèces suit des règles précises. En réalité, la différence que l'on fait entre une espèce et une race peut être très poreuse selon les cas, ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur ces distinctions. Si certains groupes d'hominidés sont sensiblement similaires de certaines populations archaïques, alors doit-on considérer que ces populations archaïques appartiennent à d'autres espèces d'hominidés, comme ce fut le cas pour certaines tribus subsahariennes d'Afrique de l'Ouest? Ou au contraire, doit-on inclure les groupes d'hominidés dans notre espèce au sein des populations concernées? L'un comme l'autre remet en question le modèle actuel et bouleverse les considérations conventionnelles. Au final, que l'on considère la chose comme un groupe racial très éloigné ou directement une autre espèce, cela importe peu, d'autant plus que des cas de reproduction entre espèces ont déjà été répertoriés. J'ai parlé des crânes entre 900 et 1100 cm3, mais qu'en est-il des crânes qui se situent entre 400 et 700 cm3? Récemment, en 2015, a eu lieu la découverte d'une nouvelle espèce supposée appelée Homo naledi, décrit comme un hominidé intermédiaire avec un mélange étrange de caractéristiques primitives et modernes. Homo naledi avait un petit cerveau entre 460 et 610 cm3, très proche des australopithèques.
Un corps élancé et des mains habiles capables de fabriquer des outils, des pieds proches de l'Homo sapiens, possiblement adaptés à la marche bipède. Lee Rogers Berger et son équipe avaient initialement daté Homo naledi de 2,5 millions d'années, ce qui fait qu'il avait donc été forcément considéré comme un ancêtre direct de notre espèce. Ils avaient insisté sur le fait qu'il aurait pu être l'un des premiers membres du genre Homo. Mais 2 ans plus tard, en 2017, certains chercheurs accusent Berger d'avoir volontairement exagéré l'importance d'Homo naledi en 2015 pour capter l'attention médiatique, car une autre datation, cette fois par uranium, a changé complètement la donne. Homo naledi n'aurait que 236 000 à 335 000 ans. En fait, si on se base sur la chronologie officielle, cet hominidé, qui avait un petit crâne, entre 400 et 600 cm3, et un corps proche des singes, vivait exactement en même temps qu'Homo sapiens. Ce qui veut dire que nos ancêtres, les Homo sapiens, ne descendent pas de ces hominidés. Ils formaient des lignes évolutives parallèles qui vivaient en même temps. Ils étaient des rivaux et se faisaient la guerre, probablement depuis des centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Car les Homo sapiens, tout comme toutes les autres espèces humaines, ne sont pas apparus soudainement, il y a 300 000 ans ou 1 million d'années. Ils ont une origine primordiale. L'origine de l'homme nous réserve encore beaucoup de surprises. Il y a 4 ans, une nouvelle espèce avait été découverte en Afrique du Sud. Eh bien, on apprend aujourd'hui que ses ancêtres ne seraient pas si vieux que cela. Ils auraient même cohabité avec les premiers hommes modernes. Explication, Clément Bonnereau. Son nom, Homo naledi, un cousin éloigné de l'homme dont les ossements ont été découverts en Afrique du Sud. Son cerveau, à peine plus grand que celui d'un gorille, fait de lui un homme primitif, mais il a vécu il y a bien moins longtemps qu'on ne pourrait le penser. Il aurait même côtoyé le tout premier homme moderne, l'Homo sapiens. L'anatomie de l'Homo naledi peut laisser penser qu'il a plusieurs millions d'années, peut-être 2,5 millions d'années, peut-être plus. En fait, ces individus sont morts il y a 230 à 330 000 ans. L'histoire commence en 2013. Des scientifiques découvrent les ossements de plusieurs Homo naledi dans un réseau de grottes en Afrique du Sud. Leur âge est d'abord évalué à au moins 900 000 ans, mais une autre découverte quelques semaines plus tard vient tout bouleverser. Un crâne est exhumé dans une grotte adjacente, laissant supposer que l'Homo naledi y avait délibérément enterré ses morts. Un comportement avancé qui confirme que l'espèce a vécu bien après les autres hommes primitifs. Notre évolution a eu lieu en même temps que celle d'autres espèces d'hominidés. Jamais auparavant nous n'avions réfléchi à l'évolution humaine de cette façon. Nous pensions que les premiers humains étaient invincibles, que nous avions évolué après avoir poussé dehors toutes les autres espèces. Nous pensions que l'histoire de notre évolution était simple, une évolution linéaire avec un cerveau et des comportements de plus en plus développés. L'apparition de l'Homo naledi en Afrique reste un mystère. Les scientifiques pensent qu'il pourrait descendre d'une espèce plus développée qui aurait progressivement évolué vers une forme primitive. On le pensait vieux et même très vieux. Au moment de sa découverte en 2015, on disait qu'Homo naledi, un ancêtre de l'homme, pouvait être âgé d'au moins 2 millions d'années. Mais il semble que les chercheurs se soient légèrement trompés. Souvenez-vous, en 2013, une équipe dirigée par l'archéologue américain Lee Berger découvre dans un boyau difficile d'accès, en Afrique du Sud, une quinzaine de squelettes aux caractéristiques primitives. Des doigts courbes pour grimper aux arbres, une petite taille et un petit cerveau, mais une silhouette assez proche de la nôtre. La découverte, publiée en 2015 dans la revue National Geographic, surprend la communauté scientifique. Les fossiles ne sont pas datés, mais leurs caractéristiques incitent à les imaginer très anciens. Pourtant, ces jours-ci, Lee Berger annonce dans une interview au même magazine qu'Homo naledi est âgé d'environ 250 000 ans. C'est une surprise, car à cette époque, d'autres hommes anatomiquement modernes font leur apparition en Afrique. Faut-il voir dans Homo naledi une sorte de fossile vivant, comme l'est de nos jours le sélacanthe ? Ses ancêtres ne seraient pas si vieux que cela, ils auraient même cohabité avec les premiers hommes modernes. Pas si vieux que cela, ils auraient même cohabité avec les premiers hommes modernes. Mais alors pourquoi les espèces comme Homo habilis ou Homo naledi ont-elles disparu ?
Que s'est-il passé? Les espèces les plus primitives ont été éradiquées par les espèces les moins primitives. Les Européens anciens ont remplacé les groupes humains rivaux qui vivaient sur leur territoire. Même chose pour les tribus aborigènes actuelles, qui sont en fait les vainqueurs des autres tribus humaines, encore plus archaïques qu'elles. Même chose pour les pygmées modernes, les Amérindiens ou les subsahariens actuels. Tous les peuples humains, même primitifs, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, ont été les vainqueurs d'autres groupes humains. En cas de rencontre entre les formes humaines semblables à Homo naledi et les peuples blancs préhistoriques, cela devait nécessairement aboutir à des conflits d'une extrême violence, impliquant la destruction intégrale du groupe d'en face. Leur relation n'était pas pacifique. Il faut dire qu'au vu de la différence majeure entre nos espèces, il était impossible pour nos ancêtres d'échanger verbalement avec eux ou de se reproduire sur le long terme. Si la reproduction entre un Homo sapiens de race blanche et un individu semblable à Homo naledi donnait exceptionnellement la vie, les hybrides qui en ressortaient étaient, selon les lois de l'hérédité, soit stériles, soit malades. Depuis quelques années, des études affleurent sur le fait que nos ancêtres Homo sapiens auraient cohabité avec les autres espèces humaines aux mêmes époques, telles qu'Homo erectus, Homo ergaster, Homo denisova en Asie, Homo florensis en Indonésie ou Homo luzonensis aux Philippines, rendant encore plus ridicule la théorie universaliste de l'évolution de l'homme. Ainsi, loin d'être un processus linéaire, l'histoire humaine semble être une mosaïque de différentes lignées qui ont coexisté, mais évolué séparément. Ces différences sont telles que les crânes d'Australopithèques, d'Homo habilis et d'Homo naledi, qui vont de 350 à 700 cm3, sont en fait plus petits que certains chimpanzés actuels qui vont de 340 à 750 cm3. Alors au final, certaines de ces espèces étaient-elles des singes? Pour l'Australopithèque et l'Homo habilis, c'est très probable. Ou peut-être des lignées évolutives humaines qui ont régressé jusqu'à lui. Les scientifiques pensent qu'il pourrait descendre d'une espèce plus développée qui aurait progressivement évolué vers une forme primitive. Pourrait descendre d'une espèce plus développée qui aurait progressivement évolué vers une forme primitive. Le paléanthropologue américain Jeffrey Schwartz de l'université de Pittsburgh s'exprime sur ce problème d'attribution. Trop de fossiles d'apparence différente ont été regroupés sous ces espèces, ce qui complique les efforts pour interpréter de nouveaux fossiles et pour proposer des scénarios sur comment, quand et où ces espèces ont émergé. En effet, les différentes espèces préhistoriques censées précéder l'Homo sapiens actuel ont été inventées à partir de quelques centaines d'ossements, ce qui constitue beaucoup de problèmes. Par exemple, quel lien y aurait-il à faire entre ces trois éléments découverts séparément des autres? OH7, une mandibule avec quelques dents, OH8, des fragments de pieds fossilisés, et OH35 qui semble être un tibia. Ces trois éléments totalement disparates et dont les restes constituent moins de 10% d'un individu entier sont pourtant affiliés à la même espèce Homo habilis, dont le fragment OH7 qui a conduit à l'invention d'Homo habilis, c'est le spécimen type de l'espèce. Une mandibule. Même les quelques fragments ultérieurs comme OH24, OH62 ou KNM-ER 1805 ne sont pas mieux. L'Homo habilis est un taxon vide qui a été propagé en raison de découvertes inexactes et devrait être à nouveau enterré sous toutes ses formes. Bernard Wood et Mark Collard affirment également qu'Homo habilis est trop hétérogène pour appartenir à un seul taxon et que certains fossiles devraient être reclassés dans le genre Australopithèque, ce qui en fait un singe. D'ailleurs, lorsqu'on lit les études paléanthropologiques, les mêmes fragments appartiennent parfois à plusieurs espèces différentes en fonction des scientifiques. KNM-ER 3733 par exemple, qui selon certains doit être étiqueté sous Homo ergaster et d'autres Homo erectus. Même chose pour KNM-VT 15000, classé Homo erectus, puis reclassé par certains comme Homo ergaster. Ou KNM-ER 1470, étiqueté à la fois comme Homo habilis et Homo rudolfensis. La liste est beaucoup trop longue pour répertorier la totalité de ce genre de cas. Les débats se poursuivent chez les espèces avec un crâne plus grand. L'espèce Homo heidelbergensis, par exemple, a été inventée suite à la découverte de Mauer 1 en Allemagne, qui se révèle être une simple mandibule, exactement comme OH7.
Puis 69 ans plus tard, le fragment de Bodo, un crâne découvert 5500 km plus loin en Éthiopie, a complété le fragment Mower 1 pour constituer l'Homo heidelbergensis. Ces reclassifications montrent bien le flou taxonomique en paléoanthropologie. Les distinctions entre Homo erectus, Homo ergaster et Homo heidelbergensis sont souvent arbitraires et sujettes à débat, car ces catégories sont basées sur des échantillons limités et sur des critères subjectifs. Les avis diffèrent fortement au sein de la communauté scientifique, ce qui là aussi décrédibilise ceux qui font la promotion d'une évolution dont on connaîtrait toute l'histoire évolutive. Certains distinguent l'Homo ergaster, plus ancien, et l'Homo erectus, plus tardif, alors que d'autres pensent qu'il s'agit du même groupe. D'autres scientifiques distinguent l'Homo ergaster africain, l'Homo erectus asiatique et l'Homo heidelbergensis européen, lui-même considéré autrefois comme Homo sapiens archaïque. Un autre élément qui valide l'ancienneté de notre histoire évolutive, qu'il s'agit des Homo sapiens ou d'autres potentielles espèces, est que les datations modernes ont trouvé des écarts temporels gigantesques entre les individus de la même espèce, qui étaient initialement censés vivre à la même période, selon le modèle darwinien. À l'origine, selon la thèse officielle, les Homo erectus devaient vivre entre 1 million et 500 000 ans, mais on a ensuite constaté qu'entre le plus vieux fragment d'Homo erectus et le plus jeune, il y a 1,7 million d'années d'écart. D'1,8 million à 100 000 ans, précisément, ce qui veut dire qu'en l'espace d'1,7 million d'années, l'espèce Homo erectus n'aurait pas évolué, alors que dans la théorie officielle, elle est censée aboutir à l'homme moderne. Ces données indiquent le fait que l'Homo sapiens, au même titre que les autres espèces, a dû lui aussi évoluer sur des millions d'années, ce qui nous rapproche davantage d'un modèle humain polygénique. Ces résultats ont tellement bouleversé les modèles en vigueur que pour cacher ces incohérences, la paléoanthropologie a choisi de déclasser certains fossiles qui étaient étiquetés sous l'Homo erectus pour les faire passer dans des espèces d'hominidés plus anciennes. C'est comme ça que le fossile Homo erectus KNM-ER 3733, supposément vieux d'1,8 million d'années, a maintenant été placé par certains dans l'espèce Homo ergaster, afin de réduire artificiellement l'ancienneté d'Homo erectus. Là, certains me diront que c'est logique de procéder ainsi, mais je réponds qu'une datation n'est pas censée changer l'espèce d'un individu. Si une espèce est clairement définie, seul le fossile doit indiquer les caractéristiques de l'espèce. Qu'un membre d'une espèce ait vécu à telle ou telle période n'est pas censé le faire changer d'espèce. Dans un modèle cohérent, les datations ne devraient pas agir sur la classification anatomique d'une espèce. Malheureusement, les paléanthropologues font ce qu'ils veulent de l'interprétation des données. Cette prise de conscience remet en cause l'histoire officielle de l'évolution et invite à repenser notre origine sous un angle bien différent de celui imposé par la science officielle. D'autre part, il s'avère que certains crânes attribués à Homo sapiens sont plus anciens que des fossiles classés comme Homo erectus. Ce simple constat remet en cause l'idée selon laquelle Homo erectus serait l'ancêtre direct de l'homme moderne et appuie le fait que ces deux groupes ont coexisté, ce qui invalide le modèle linéaire d'un progrès constant du singe vers l'homme. En réalité, Homo erectus semble correspondre à une population humaine ancienne, dotée de traits plus archaïques, mais néanmoins pleinement humaine. Sa morphologie évoque certaines populations actuelles, comme les aborigènes d'Australie ou les pygmées, ce qui pourrait indiquer qu'il ne s'agit pas d'une espèce différente, mais d'un groupe humain distinct sur le plan morphologique. Quant aux fossiles classés sous les appellations d'Australopithèque, Homo habilis ou Homo naledi, leur classification est loin d'être unanime. Ces catégories reposent souvent sur des fragments osseux incomplets et sur des reconstructions théoriques. Ces fossiles constituent un mélange d'ossements de primates et d'humains archaïques, ainsi que des formes humaines dégénérées. L'histoire officielle affirme qu'Homo sapiens sera apparu il y a environ 300 000 ans, mais cette conclusion repose, là aussi, sur une interprétation incomplète des données génétiques et anthropologiques. En fait, cette datation correspond simplement à la plus ancienne trace fossile officiellement reconnue que l'on a découvert, et non à l'émergence de notre espèce. Autrement dit, on confond ici la date du plus vieux fragment découvert avec celle de notre origine véritable. Car l'Homo sapiens est bien plus ancien que ne veut l'admettre la thèse officielle.
Les différences héréditaires nettes entre les lignées humaines actuelles, entre un aborigène et un nordique par exemple, font que leurs caractéristiques morphologiques, physiologiques et mentales sont tellement distinctes qu'elles ne peuvent pas être apparues spontanément en quelques dizaines ou centaines de milliers d'années. Ces différences traduisent des lignées héréditaires séparées, bien antérieures à la date officielle d'apparition de l'Homo sapiens. De telles divergences ne s'expliquent que par une origine polygénique, c'est-à-dire une humanité apparue sous plusieurs formes, sur plusieurs territoires, bien plus tôt qu'on ne le prétend. Ainsi, Homo sapiens n'est pas une espèce homogène apparue en un seul lieu, à un seul moment précis, mais il est le fruit d'un ensemble de lignées anciennes, dont certaines se sont maintenues jusqu'à aujourd'hui, relativement inchangées. Le modèle polygénique est donc bien plus proche de ce que l'on observe, car l'humanité n'est pas et n'a jamais été le fruit d'une évolution linéaire et centralisée, mais plutôt le résultat d'un réseau complexe de populations humaines anciennes. L'évolution humaine se fait dans la diversité de ces formes humaines que la Terre a portées au fil des millénaires. Cette lecture alternative, bien qu'encore marginalisée, ouvre de nouvelles perspectives sur nos origines, nos identités et sur l'histoire de l'humanité.